Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. L'opération Toile d'araignée a déjà un peu changé la guerre. Dimanche, les services ukrainiens ont mené une attaque contre l'aviation russe, faisant décoller des drones qu'ils avaient réussi à infiltrer en Russie à des milliers de kilomètres du front. Des petits drones issus du commerce, mais des dégâts immenses qui se chiffrent en milliards de dollars selon l'Ukraine, de quoi rebattre encore les cartes de la guerre asymétrique de la lutte du faible contre le fort. Selon de nombreux experts, ce coup d'éclat pourrait bien redéfinir la façon de conduire la guerre, et d'autant plus si les drones sont couplés à l'avenir à l'intelligence artificielle. Pour cet épisode, j'ai invité Mathieu Rabéchaud, spécialiste des questions de défense au sein du pôle international de l'AFP. Sur le fil. Je tiens à remercier les services de sécurité, le général Maliouk personnellement, ainsi que toutes les personnes qui ont participé à cette opération. Elle a été préparée pendant plus d'1 an et demi. La planification, l'organisation et tous les détails ont été parfaitement préparés. Je peux affirmer avec certitude qu'il s'agissait d'une opération vraiment unique. Dans son bureau, dimanche 1er juin, le président Volodymyr Zelensky exulte. L'Ukraine vient d'infliger une humiliation à la Russie. Alors les Ukrainiens disent avoir frappé 4 bases aériennes russes et endommagé ou détruit 41 appareils, des bombardiers stratégiques Tu-95 Bear et Tu-22 Backfire, qui sont des vieux avions datant de l'ère soviétique, qui disent également avoir frappé des avions radars A-50, dont les Russes ne disposent que de 7 exemplaires. Donc, si effectivement ils ont bel et bien détruit 41 appareils, ça représenterait, selon eux, 1/3 de la force de bombardiers stratégiques russes, ce qui est absolument considérable. Après, c'est pas vérifié de sources indépendantes. Il y a manifestement des appareils détruits. On ne sait pas précisément combien. Outre l'humiliation que ça représente de se faire attaquer à des milliers de kilomètres de la ligne de front en Ukraine, c'est un coup dur parce que ces avions, ils sont utilisés pour les frappes de missiles chaque nuit contre les villes ukrainiennes. Alors, ce n'est pas les seuls avions utilisés, mais ce sont des avions qui sont anciens, qui transportent, qui ont une grosse capacité d'emport et qui sont relativement peu coûteux à opérer. Donc, pour poursuivre ces campagnes de bombardement au rythme actuel avec le même nombre de missiles et autres, ça va infliger un coût supplémentaire à la Russie. Ça va obliger les Russes à faire voler le reste de la flotte plus fréquemment et donc avec une nécessité de maintenance plus importante. Or, comme ces avions ne sont plus produits, les pièces détachées sont de plus en plus difficiles à trouver et les avions vont s'user plus vite. Donc là, ça va avoir un coût qui va peut-être se manifester dans quelques semaines où on se rendra compte qu'il y a moins d'avions de ce type qui sont en vol, tout simplement parce que il faut les entretenir et ils n'arrivent plus à assurer le tempo. L'attaque menée en profondeur sur différents points du territoire russe, à des milliers de kilomètres de la frontière ukrainienne, a requis beaucoup de ruses et seulement quelques dizaines de drones, alors qu'il y a quelques années, il aurait fallu l'intervention de l'armée de l'air pour mener des bombardements. Et l'Ukraine a démontré que la Russie aurait désormais plus de mal à sanctuariser son territoire. Un de mes interlocuteurs disait que d'habitude, l'immensité du territoire russe jouait en sa faveur. Il suffisait d'éloigner, comme les Soviétiques avaient fait pendant la Seconde Guerre mondiale, les usines de la ligne de front pour les protéger. Là, c'est pareil. On éloigne les bombardiers de la ligne de front. Là, en frappant des bases à 4500 km pour l'une, à plus de 2000 pour l'autre dans le cercle arctique, ça montre qu'il n'y a aucun endroit en Russie qui est potentiellement à l'abri des Ukrainiens. Et ce que ça veut dire également, c'est qu'il faut tout surveiller. Or, sur un pays aussi grand que la Russie, avec autant de sites sensibles, c'est tout simplement impossible de tout surveiller. Reste que cette attaque, au moment même où des pourparlers entre les deux pays ont lieu à Istanbul, envoie un message fort selon les experts. Ce succès constitue un contre-argument fort à l'idée que la guerre évolue inévitablement en faveur de Moscou, écrit ainsi John Herbst, l'ancien ambassadeur américain à Kiev. Selon Timothy Garton-Ash, éminent spécialiste britannique de la Russie, l'opération représente une immense victoire en termes de relations publiques.
De quoi contribuer, selon lui, à renforcer le soutien tant sur le plan national qu'international, alors que l'aide militaire reste cruciale pour Kiev. C'est clairement un fabuleux coup de com' pour l'Ukraine, comme il y en a eu beaucoup depuis le début de la guerre, quand ils ont coulé le croiseur russe Moskva en mer Noire, quand ils ont envahi, si on peut dire, en tout cas une toute petite partie, avec l'offensive menée à Koursk l'été dernier. Ça leur renforce l'image que l'Ukraine est un pays qui se bat et qui ne lâchera rien. Et ce faisant, ça inflige aussi un coup à l'image de la toute-puissance russe que Vladimir Poutine essaie de véhiculer. Sortons maintenant du conflit entre Russie et Ukraine. L'opération, menée par 117 pilotes basés en Ukraine, aux commandes de drones disponibles dans le commerce, a montré un véritable changement d'échelle qui inquiète les états-majors du monde entier. Les drones FPV sont des drones qui sont pilotés en immersion avec un casque de réalité virtuelle ou sur un écran de téléphone et qui ont une portée de 5 à 15, 20 km. Là, ils ont été utilisés à des milliers de kilomètres. Là, ce sont des bases aériennes qui ont été frappées. Plusieurs interlocuteurs m'ont dit, mais demain, ça peut très bien être des sites aux États-Unis ou en France ou n'importe où. Puis là, c'est les Ukrainiens qui sont à l'origine de ces frappes, mais qui dit que demain, ça ne peut pas être un groupe terroriste ou un autre État? C'est une nouvelle façon de conduire une guerre hybride, une guerre asymétrique, où on utilise les moyens à sa disposition, mais qui peuvent avoir un effet dévastateur. Parce que là encore, les drones FPV sont des drones qui peuvent s'acheter dans le commerce. Alors bien sûr, il faut des compétences techniques et puis surtout des compétences organisationnelles et de renseignement pour pouvoir monter une telle opération derrière. Mais si, avec des objets qui paraissent aussi simples, on est capable de détruire un tiers de la flotte de bombardiers russes, imaginez ce que des esprits mal intentionnés ou des États pourraient faire demain ailleurs dans le monde. Avec un investissement de quelques millions de dollars, l'Ukraine aurait fait, selon ses propres estimations, plus de 7 milliards de dollars de dégâts. On ne sait pas chiffrer le coût de cette opération. Ça a coûté des sous parce que ça a mis du temps à être organisé. Il a fallu déployer des gens en reconnaissance, les coûts d'acheminement de ces camions, de ces drones, manifestement, ça a coûté des sous. Mais ce n'est rien en comparaison de l'effet qui peut être obtenu au final. Imaginez si des drones de ce type-là sont envoyés par dizaines contre une centrale électrique. De toute façon, le rapport coût-bénéfice, si je puis dire, est immense. Ce n'est jamais qu'une nouvelle façon de conduire une guerre asymétrique. Un opposant plus faible utilise les moyens qui sont à sa disposition. Souvent, d'ailleurs, ça l'oblige à être plus inventif, plus innovant. Les Ukrainiens l'ont démontré à merveille. D'autres exemples existent. Dans la guerre au Yémen, les rebelles Houthis ont commencé dès 2016 leurs expérimentations. Avec leurs drones, ils ont même réussi un blocus partiel du trafic maritime dans la mer Rouge en 2023, menaçant le commerce mondial. Et selon une analyse de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques, sur leurs 130 attaques en 2024, plus de la moitié ont été menées à l'aide de drones. L'opération ukrainienne a cependant surpris par son ingéniosité. Les experts, en tout cas, soulignent qu'elle montre à quel point les armées traditionnelles sont désormais vulnérables. Oui, il y avait clairement une surprise devant l'audace et l'ingéniosité de cette opération. Mais il y a quelque chose qui ressortait partout, c'était aussi l'inquiétude. Il y a un de mes interlocuteurs, un Français, qui me disait personnellement, ça me fait davantage peur que ça me réjouit. Ça arrive aux Russes là, mais qu'est-ce qui dit que demain, ça nous arrive pas à nous aussi? Et là, on rigolerait moins. Comme le note Mathieu, cette attaque a été portée avec autant de pilotes que de drones. Mais qu'en sera-t-il quand l'intelligence artificielle s'en mêlera et qu'un seul pilote humain pourra diriger tout un essaim? Ce à quoi les industriels et les armées travaillent, ce sont des essaims de drones qui sont dirigés par une intelligence artificielle sous contrôle d'un humain, mais où un humain serait en mesure de contrôler plusieurs, éventuellement des dizaines de drones qui interagiraient ensemble pour mener une mission. Et là, on change totalement d'échelle. Les drones commencent à être, on en est au balbutiement de l'IA dans les logiciels de mission de drones, mais quand ce sera mature, là, oui, effectivement, les drones vont encore prendre plus d'importance, parce que il sera d'autant plus facile de les utiliser que ça requerra moins de moyens humains pour les contrôler, donc ils seront d'autant plus faciles à mettre en œuvre.
Plusieurs pays ont investi dans les essaims, c'est notamment une priorité de la Chine qui depuis plusieurs années exhibe ses essaims civils à l'occasion de spectacles grand public. Pékin a tout récemment annoncé avoir mis au point une sorte de vaisseau-mère porteur de drones, le Zhuqian. Le Zhuqian serait une sorte d'avion cargo capable de voler, selon les Chinois, pendant 9 jours. Il pourrait transporter son essaim d'une centaine de drones et les déployer avec leur charge explosive ou pour des missions de reconnaissance. Visible pour l'instant uniquement en images de synthèse, son premier vol est prévu en juin, mais de nombreux experts expriment des doutes sur la vulnérabilité d'un tel système qui pourrait être sensible au brouillage électronique. Selon Mathieu, de nombreuses entreprises en Europe et aux États-Unis travaillent aussi à l'élaboration d'essaims. Le géant français Thales a ainsi annoncé en octobre avoir déployé avec succès un essaim lors d'un essai. Quelques chiffres avant de se quitter. En 2010, 3 pays seulement utilisaient des drones armés. En 2024, ils étaient plus de 40. Les drones ont été utilisés dans au moins 34 pays en 2023, selon l'ONG ACLED, qui collecte les données sur les conflits. Merci d'avoir suivi cet épisode. Merci à mon collègue Mathieu Rabéchaud pour sa participation. Je suis Maxime Mamet. Sur le fil revient demain.